Quand quelqu'un vous qualifie de complotiste, la conversation s'arrête. Peu importe ce que vous étiez en train de dire. Peu importe la pertinence de vos interrogations. Dès l'instant où ces mots sont prononcés, vous devenez quelqu'un qu'il ne faut pas prendre au sérieux. C'est presque magique, n'est-ce pas? Comme si ces mots avaient le pouvoir surnaturel de réduire au silence des millions de personnes instantanément. Et si je vous disais que ce pouvoir n'a rien de magique, il est calculé. Et si je vous montrais un document prouvant que ce terme a été délibérément transformé en une arme pour contrôler exactement ce que vous avez le droit de remettre en question? Je m'appelle Miguel. Depuis 3 ans, je me plonge dans une enquête sur un sujet que peu osent aborder franchement. Comment le langage peut devenir une arme de contrôle social? Comment des mots en apparence anodins peuvent se transformer en murs infranchissables pour la pensée critique? Et comment, en septembre 1967, la CIA a concocté la stratégie idéale pour étouffer la dissidence sans prononcer un seul mot d'interdiction? Laissez-moi vous montrer la véritable profondeur de ce terrier. D'abord, j'ai besoin que vous fassiez un exercice avec moi. Pensez à la dernière fois où vous avez entendu quelqu'un utiliser le terme « théorie du complot » ou « complotiste » dans une conversation. C'était peut-être à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou même lors d'une discussion entre amis. Maintenant, faites attention à ce qui s'est passé immédiatement après l'utilisation de ce terme. La conversation a changé, n'est-ce pas? Celui qui a été étiqueté comme complotiste a automatiquement perdu toute crédibilité. Peu importe s'il avait des preuves. Peu importe s'il soulevait des points légitimes. Au moment où l'étiquette a été collée, la discussion s'est terminée. L'argument a été discrédité non pas sur le fond, mais par la simple application d'un terme. C'est extraordinairement efficace quand on y pense. C'est une forme de censure qui ne ressemble pas à de la censure. Personne ne vous a empêché de parler. Personne ne vous a réduit au silence par la force. Mais l'effet est le même. Vos paroles ont perdu de leur valeur. Vos interrogations ont été invalidées. Et tout cela s'est produit grâce à l'utilisation stratégique de seulement 2 mots. Voilà la question qui me hante depuis des années. Est-ce pure coïncidence? Un simple phénomène linguistique émergeant naturellement de la culture? Ou est-ce un calcul? Quelqu'un a-t-il intentionnellement transformé théorie du complot en une étiquette venimeuse qui met les gens au pas instantanément? Voici la vérité qui dérange. Cela a été fabriqué. Et je peux le prouver. En septembre 1967, la CIA a émis un mémo interne. Un document classé confidentiel, distribué à des centaines de contacts de l'agence dans les médias et au sein d'organisations affiliées au renseignement. Ce document est resté secret pendant près d'une décennie jusqu'à sa déclassification en 1976 grâce à la loi sur la liberté de l'information. Ce mémo, officiellement catalogué sous le nom de CIA Dispatch 1035-960, contient des instructions explicites sur la façon d'utiliser le terme « théorie du complot » pour discréditer les critiques d'un récit officiel spécifique. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas de la spéculation. C'est un document officiel du gouvernement des États-Unis que vous pouvez lire aujourd'hui. Et quand vous comprenez ce que ce document révèle, vous commencez à voir comment cette stratégie est toujours utilisée. Maintenant, en 2026, contre quiconque ose remettre en question les récits établis. Mais avant de vous dévoiler ce qu'il contient, vous devez saisir le contexte. Pourquoi la CIA a-t-elle jugé vital de forger cette arme verbale en 1967? Quel contexte représentait une telle menace à la légitimité des institutions que cela exigeait une stratégie d'encadrement du récit coordonnée à l'échelle nationale? 22 novembre 1963. Dallas, Texas. Le président John F. Kennedy est assassiné en plein jour. Le pays est sous le choc. Le monde s'arrête. Et rapidement, une explication est offerte. Lee Harvey Oswald a agi seul. Un tireur solitaire. Affaire classée. La commission Warren, nommée pour enquêter sur l'assassinat, travaille pendant près d'1 an. Le 27 septembre 1964, ils publient leur rapport officiel. 888 pages. La conclusion? Oswald était le seul responsable. Aucun complot. Aucune machination. Juste un homme mécontent avec une arme. Mais voilà que survient l'imprévu. Les gens commencent à se poser des questions. Pas 2 ou 3 marginaux paranoïaques. Des gens lambda. Des journalistes. Des balisticiens. Des praticiens contestant les résultats de l'autopsie. Ils ont examiné les éléments de preuve et n'ont pas pu les faire correspondre entre eux. Réfléchissez un instant. Un événement de portée nationale. Des centaines de spectateurs. Des images captées. Des clichés. Et malgré cela, le récit officiel laisse froid. Pourquoi donc? D'abord la question de la balle magique.
La commission Warren soutient qu'un seul projectile provoque 7 traumatismes chez 2 victimes, en déviating d'une trajectoire multiple, puis s'en sort quasi intact. Les spécialistes en armement regardent ça et disent « ça viole les principes de la physique ». Ensuite, il y avait les incohérences dans le rapport d'autopsie. Des témoins à l'hôpital Parkland de Dallas ont décrit des blessures qui ne correspondaient pas à ce qui a été documenté plus tard dans l'autopsie officielle à Bethesda. Les médecins qui ont vu le corps immédiatement après l'assassinat avaient une version de l'histoire. L'autopsie officielle en racontait une autre. Et puis, il y avait Lee Harvey Oswald lui-même, ses liens avec la CIA, son séjour en Union soviétique, son retour sans encombre aux États-Unis en pleine guerre froide, sa facilité à obtenir un emploi avec un accès direct à l'itinéraire du président. Pour beaucoup, cela ne semblait pas être le fruit du hasard. Cela semblait soigneusement orchestré. Plus les gens examinaient les détails, plus les questions surgissaient. Et ces questions ne venaient pas seulement de théoriciens obscurs. Elles venaient de personnes respectables, des universitaires, des journalistes d'investigation, des citoyens inquiets qui voulaient simplement la vérité. 1966. 2 ans à peine après la divulgation du dossier Warren, les enquêtes d'opinion révèlent un signal d'alarme. La majorité des Américains rejetaient la version officielle. Beaucoup croyaient à des rouages cachés, un complot étendu, des manigances souterraines. Pourquoi pas une complicité gouvernementale? Ce n'était pas juste compromettant, c'était périlleux. Si les citoyens n'admettent pas la version officielle d'un tyrannicide présidentiel, quoi d'autre ils mettront en doute? Il restera quelle légitimité au gouvernement? Quel ascendant détiendront les instances si la confiance citoyenne se liquéfie? Et c'est là le point crucial. Il ne s'agissait pas seulement de l'assassinat de JFK. Il s'agissait de ce que cette méfiance représentait. Il s'agissait du précédent qui était en train d'être établi. Si les gens pouvaient remettre ouvertement en question le récit officiel sur l'assassinat d'un président et trouver un public réceptif, qu'est-ce qui les empêcherait de remettre en question d'autres récits officiels? La guerre du Vietnam, les politiques de la guerre froide, les interventions secrètes de la CIA à travers le monde. La commission Warren a été créée pour clore l'affaire, pour donner à la nation une réponse définitive, pour rétablir la confiance. Mais elle a eu l'effet inverse. Au lieu de faire taire les questions, elle les a multipliées. Et plus le temps passait, plus la version officielle devenait insoutenable aux yeux du public. 1967. 4 ans post-assassinat, la situation déraille. Les bouquins qui épinglent la commission Warren se vendent comme des petits pains. Les reporters poursuivent leurs investigations et dénichent d'autres failles. Le débat public s'emporte, et la légitimité des institutions dégringole. Les autorités étaient dans une impasse. Elles ne pouvaient pas multiplier les preuves, car les données étaient elles-mêmes contestées. Elles ne pouvaient pas bâillonner les opposants par la manière forte, car ça confirmerait les soupçons de dissimulation. Donc, comment faire quand le factuel ne gagne pas et que la censure s'expose? Vous changez les paramètres. Vous n'affrontez pas l'argumentation. Vous visez la personne qui l'énonce. Vous n'objectez pas le matériel. Vous placez en question la légitimité même de l'interrogation. Et c'est exactement là qu'intervient notre document de 1967. Car la CIA a compris quelque chose de fondamental sur le contrôle du récit. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque débat individuel. Il vous suffit de créer un mécanisme qui disqualifie vos opposants avant même que le débat ne commence. Pensez à l'élégance de la chose. Si vous parvenez à faire en sorte que le public associe automatiquement le questionnement à la folie, à la paranoïa, à l'irrationalité, alors vous n'avez pas besoin de répondre aux questions. Les questions se disqualifient d'elles-mêmes. Mais comment faites-vous cela? Comment transformez-vous une question légitime en quelque chose que les gens rejettent instinctivement? Comment faites-vous en sorte que des citoyens bien intentionnés se polissent eux-mêmes et les autres, faisant taire les enquêtes sans que personne n'ait besoin de donner un ordre direct? Vous créez une arme linguistique, une étiquette, un label qui porte une telle stigmatisation sociale que les gens feront tout pour l'éviter. Et une fois que ce label existe, une fois qu'il s'infiltre dans le vocabulaire public, il devient un outil de contrôle qui fonctionne automatiquement. Alors la CIA a fait quelque chose de brillant et de brutal. En septembre 1967, ils ont émis un mémorandum classifié. Pas pour le public, pas pour les critiques, mais pour leurs propres atouts dans les médias. Pour des journalistes qui avaient des liens avec les services de renseignement. Pour des organisations affiliées à la CIA. Et ce mémorandum contenait des instructions très spécifiques sur la façon de gérer le scepticisme public croissant concernant la commission Warren. Le mémorandum était classé confidentiel. Voici ce qu'il stipulait. En septembre 1967,
4 ans après l'assassinat de JFK, la CIA a circulé un document en interne. Pas de déclaration pour les médias, pas de communiqué public. Un mémorandum ultra secret destiné à ses propres relais, à des journalistes bien connectés aux services de renseignement, à des organisations inféodées à la CIA disséminées sur le territoire. Et ce document portait un nom, Dépêche 1035-960. Vous ne le trouverez pas dans les manuels d'histoire. La CIA ne tenait pas à ce que vous soyez au courant. Mais en 1976, grâce à la loi sur la liberté de l'information, ce mémorandum a vu le jour. Et lorsqu'il a été rendu public, il a divulgué quelque chose qui devait rester caché. Un plan, une opération psychologique, une arme linguistique conçue pour contrôler ce que vous pouvez remettre en question. Laissez-moi vous montrer ce que ce document contenait réellement. La dépêche 1035-960 n'a pas été envoyée au public. Elle a été envoyée à des centaines de contacts médiatiques, des journalistes, des éditeurs, des gens qui avaient des relations avec la CIA. Et elle contenait des instructions très spécifiques sur la façon de traiter les critiques de la commission Warren. Pas des arguments, pas des preuves, des instructions sur la façon d'utiliser le langage pour discréditer les gens sans jamais avoir à répondre à leurs questions. Voilà ce qu'énonçait ce mémorandum, texte pour texte. Utiliser des atouts de propagande pour réfuter les attaques des critiques. Les discussions littéraires doivent souligner qu'aucune nouvelle preuve significative n'a émergé que la commission n'ait pas prise en compte. Mais ensuite est venue la partie critique, la véritable arme. Qualifier les théories alternatives de « théorie du complot ». Laissez cette idée faire son chemin un instant. La CIA demandait à ses contacts dans les médias d'utiliser un terme spécifique. Théorie du complot. Pas pour débattre des preuves, pas pour répondre aux questions, pour étiqueter, pour stigmatiser, pour laisser l'étiquette faire le travail. Et ça a fonctionné, car le mémorandum n'ordonnait pas simplement d'user du terme. Il en décrivait le modus operandi. Il enjoignait les journalistes de peindre les critiques de la commission Warren comme émotifs, déraisonnables, mus par la soif de célébrité ou une arrière-pensée politique, comme des affabulations sans fondement. Le document enjoignait littéralement les espions de la CIA à les présenter non pas comme de vrais enquêteurs, mais comme des obsédés, comme des détraqués, comme des complotistes. Et c'est là que réside le génie obscur de la chose. La CIA n'a pas censuré les critiques, elle ne les a pas arrêtés. Elle n'a pas brûlé les livres qui remettaient en question la commission Warren. Elle a fait quelque chose de bien plus efficace. Elle a changé le langage entourant les questions. Elle a fait en sorte que le fait de poser des questions semble relever de la folie. Pensez-y. Si quelqu'un dit « J'ai des doutes sur la version officielle de l'assassinat de JFK », la réponse naturelle était autrefois « D'accord, quels sont vos doutes ? Regardons les preuves. » Mais après septembre 1967, après que ce mémo a circulé parmi des centaines de relais médiatiques, la réponse a changé. C'est devenu « Oh, vous êtes un théoricien du complot ». Et dès qu'on vous traite de théoricien du complot, la discussion s'interrompt. Vous êtes passé du statut de personne ayant des questions fondées à celui de quelqu'un avec un agenda. Un illuminé. Un malade. Personne n'a envie d'être catalogué ainsi. Donc vous fermez votre clapet. C'est du contrôle linguistique. Et c'était orchestré. Le mémorandum 1035-960 n'était pas un document accidentel. C'était une opération psychologique coordonnée. La CIA savait qu'elle ne pouvait pas supprimer le scepticisme du public concernant la commission Warren par la force. Il y avait trop de livres, trop de journalistes, trop de chercheurs posant des questions auxquelles la commission n'avait pas répondu. Alors, au lieu de lutter contre les questions, ils ont attaqué le langage. Observez l'ampleur de cette opération. La note a été adressée à des relais dans la presse écrite, les télévisions, les périodiques, les structures du renseignement, pas juste 2-3 contacts, des centaines. Tous ont reçu le même ordre de marche. Déployez l'expression « théorie du complot » pour salir les détracteurs. Présentez-les comme déraisonnables. Peignez-les en farfelus. Faites que l'exercice même du questionnement devienne une risée. Et puis observez l'effet se propager. Quelques mois plus tard, le terme commence à proliférer. Les journaux qualifient les détracteurs de la commission Warren de théoriciens du complot. Les télévisions traitent leurs interrogations de chimères marginales. Les chroniques les décrivent en spéculateurs profitant d'un drame. La mise en œuvre n'était guère discrète. Elle était méthodique. Et elle était redoutablement efficace. Voilà le secret du langage. Une fois qu'on étiquette, pas besoin de contredire. L'étiquette s'en charge. Criez « théorie du complot » et pouf. Plus besoin de réagir aux questions. Il suffit de brandir le label.
et les gens rejettent les questions sans consulter le dossier. C'est ce que la CIA a découvert. Ils n'avaient pas besoin de censure. Ils avaient besoin de stigmatisation. Et ils l'ont créé. Maintenant, vous vous dites peut-être. Mais c'était en 1967. C'était à propos de JFK. Ce n'est plus pertinent. Et c'est là que ça devient personnel. Parce que cette arme linguistique que la CIA a construite en septembre 1967 n'a jamais disparu. Elle a été affinée, élargie, appliquée à chaque sujet controversé depuis lors. Réfléchissez à la fréquence avec laquelle vous avez entendu « théorie du complot » récemment. Combien de fois avez-vous observé quelqu'un se faire qualifier de complotiste simplement pour avoir remis en doute une version officielle? Combien de débats se sont arrêtés net dès l'instant où on a collé l'étiquette? C'est la même arme. Le même mécanisme, la même opération psychologique que la CIA a conçue en 1967. Et ça marche toujours. Parce que le mémorandum 1035-960 ne visait pas seulement à protéger la commission Warren. Il s'agissait d'établir un précédent, de créer un outil linguistique qui pourrait être utilisé chaque fois que quelqu'un remettrait en question une version officielle. Et cet outil est toujours utilisé aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne. Quand la CIA a donné l'ordre à ses relais de qualifier les détracteurs de théoriciens du complot, elle ne forguait pas juste une insulte. Elle exploitait quelque chose qui court profondément dans la psyché humaine. Elle actionnait la force de l'opprobre social. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Nous nous préoccupons du regard d'autrui. Nous refusons qu'on nous prenne pour des tarés. Nous craignons l'exclusion. Nous redoutons le rejet. Donc, quand on vous colle l'étiquette de théoricien du complot, ce n'est jamais qu'une insulte de surface. C'est une mise en quarantaine sociale. C'est l'annonce faite à tous que vous êtes un source suspecte, que vos interrogations manquent de fondement, qu'il faut vous écarter. Et puisque l'humain est programmé pour se fondre dans le moule, pour fuir le rejet du groupe, l'étiquette fait mouche. Les gens cessent d'interroger. Ils bâillonnent leur curiosité. Non pas qu'ils aient été convaincus par des preuves solides. C'est qu'ils refusent de se faire montrer du doigt pour débilité. C'est ce qui rend le mémorandum 1035-960 si génial. Et si flippant. L'agence n'avait pas besoin de régenter l'information. Il lui suffisait de contrôler sa réception. Elle n'avait pas besoin de riposte. Elle n'avait qu'à rendre problématique l'exercice de la question. Et cela a fonctionné au-delà de leurs espérances les plus folles. Car le terme « théorie du complot » ne s'est pas limité à l'assassinat de JFK. Il s'est propagé. C'est devenu un outil standard pour écarter tout récit qui défiait les institutions officielles. Peu importe la solidité des preuves, peu importe la légitimité des questions. Si vous remettiez en question le récit officiel, vous étiez un théoricien du complot, et cela signifiait qu'on pouvait vous ignorer. Pensez au nombre de fois où vous avez vu ce schéma. Quelqu'un soulève une question légitime sur un événement officiel. Il a des preuves, il a de la documentation, il a des témoins. Mais au lieu de répondre à la question, on colle une étiquette à celui qui la pose. Théorie du complot. Et la discussion s'arrête là. Ce n'est pas un accident. C'est le mémorandum 1035-960 en action. C'est la même opération psychologique que la CIA a mise en place en septembre 1967. Et elle est utilisée en ce moment même. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Car il ne s'agit pas seulement d'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'un document de 1967. Il s'agit de reconnaître le mécanisme. De voir l'arme pendant qu'elle est utilisée. Car une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le mémorandum 1035-960 a révélé quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. Il a montré que le contrôle linguistique est réel, que des institutions peuvent transformer des termes en armes pour façonner ce qu'il est acceptable de remettre en question, que la stigmatisation peut être fabriquée, et que vous avez été entraîné par des décennies d'exposition à ce langage, à vous autocensurer dès l'instant où vous entendez le terme « théorie du complot ». Mais c'est là que réside le génie et l'horreur. L'arme ne fonctionne que si vous ignorez son existence. Elle ne fonctionne que tant que vous croyez que le terme « théorie du complot » est une description neutre de croyances irrationnelles. Au moment où vous réalisez que c'est une arme, conçue par la CIA pour discréditer les critiques sans jamais avoir à répondre à leurs questions, elle perd son pouvoir. Car vous ne pouvez plus ignorer le schéma. Vous ne pouvez plus ne pas remarquer quand quelqu'un utilise ce terme pour éviter de répondre à une question. Vous ne pouvez plus ne pas reconnaître l'opération psychologique à l'œuvre. Et c'est exactement là que votre pouvoir commence. Alors voici ce que vous devez faire. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un être traité de théoricien du complot, arrêtez-vous. Posez une question.
Quelles questions ont-ils posées qui est en train d'être évitées? Car ce terme n'est pas une réponse. C'est une arme. Et maintenant, vous le savez. Mais c'est là que réside le génie. Et l'horreur de tout cela. Le mémorandum 1035-960 ne visait pas seulement à faire taire les critiques en 1967. Il s'agissait de créer un précédent, un modèle, un outil qui pourrait être utilisé indéfiniment. Et il l'a été. Car l'arme, ce n'était pas la force. Ce n'était pas la censure. C'était quelque chose de bien plus puissant. C'était la honte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela a fonctionné si parfaitement. Et pourquoi cela fonctionne encore aujourd'hui. Lorsque la CIA a ordonné à ses contacts dans les médias d'utiliser le terme « théorie du complot » pour discréditer les critiques de la commission Warren, ils faisaient quelque chose de brillant d'un point de vue psychologique. Ils n'attaquaient pas l'argument. Ils attaquèrent la personne qui avançait l'argument. Et ils l'ont fait avec seulement quelques mots. Voyez-vous, quand vous étiquetez quelqu'un de théoricien du complot, vous ne vous intéressez pas à ce qu'il dit. Vous créez un raccourci mental. Vous dites, cette personne n'est pas fiable, cette personne est paranoïaque, cette personne voit des modèles là où il n'y en a pas. Et cela fonctionne parce que nous, en tant qu'êtres humains, sommes programmés pour réagir aux signaux sociaux. Nous sommes programmés pour nous soucier de ce que les autres pensent de nous. C'est ce que les psychologues appellent la preuve sociale. Lorsqu'un groupe critique de personnes commence à utiliser une étiquette de manière péjorative, les autres suivent. Non pas parce qu'ils ont évalué les preuves, mais parce qu'ils veulent appartenir au groupe. Parce qu'ils ne veulent pas être vus comme faisant partie du mauvais camp. Et c'est là que l'autocensure commence. Voici ce que je veux dire. Imaginez que vous êtes en 1970. Vous avez des doutes sur l'assassinat de JFK. Vous avez lu le rapport de la commission Warren, et les choses n'ont tout simplement pas de sens pour vous. La trajectoire de la balle magique. Les incohérences dans les témoignages. Le passé de Lee Harvey Oswald. Vous avez des questions légitimes. Mais ensuite, vous allumez la télévision. Et vous entendez un présentateur respecté qualifier ceux qui remettent en cause l'histoire officielle de théoriciens du complot. Il ne dit pas que vos questions sont fausses. Il dit que le genre de personne qui pose ces questions est folle. Et soudain, vous ne voulez plus poser ces questions. Parce que vous ne voulez pas être cette personne. Vous ne voulez pas être rejeté. Vous ne voulez pas être ridiculisé. Alors vous vous taisez. Et c'est exactement ce pourquoi le mémorandum 1035-960 a été conçu. Il n'a pas été conçu pour réfuter des arguments. Il a été conçu pour que les gens aient peur de poser des questions. Et ça a marché, tout au long des années 70, des années 80. Dans les années 90, le terme théorie du complot est devenu synonyme de pensée paranoïaque, irrationnelle et délirante. Peu importait si la question posée était légitime. Peu importait s'il y avait des preuves réelles de dissimulation ou de fautes graves. Une fois étiqueté comme théoricien du complot, la conversation était terminée. Votre argument était mort. Et vous étiez socialement mort. Voici le schéma qui n'a cessé de se répéter. En 1976, l'année même où le mémorandum 1035-960 a été déclassifié grâce au Freedom of Information Act, des journalistes ont commencé à enquêter sur le programme COINTELPRO du FBI. Surveillance illégale, infiltration de groupes politiques, chantage, opération sous fausse bannière, des choses qui, quelques années plus tôt seulement, auraient été rejetées comme de simples théories du complot. Mais les preuves étaient désormais là, documentées, déclassifiées. Et soudain, ces théories n'en étaient plus. C'étaient des faits. Mais voilà le problème. Lorsque ces histoires ont émergé pour la première fois, avant la déclassification, les personnes qui les soulevaient étaient qualifiées de complotistes. Elles étaient ridiculisées, rejetées, et la majorité du public passait à autre chose. Parce que l'étiquette fonctionnait. Elle empêchait l'enquête d'avoir lieu plus tôt. Elle protégeait le récit officiel jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour agir. Le même schéma s'est répété avec le Watergate. Au début, quand des reporters comme Carl Bernstein et Bob Woodward ont commencé à creuser l'affaire, ils ont été traités avec scepticisme. La Maison-Blanche les a balayés. Les fonctionnaires les ont traités de sensationnalistes, de théoriciens du complot. Mais ils ont continué à enquêter. Et finalement, la vérité a éclaté. Richard Nixon a démissionné. Des gens sont allés en prison. Et encore une fois, ce qui avait été écarté comme de la paranoïa s'est révélé être la vérité. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas.
Pour chaque Watergate exposé, combien d'autres histoires ne le sont jamais? Combien de questions légitimes ont été réduites au silence parce que quelqu'un a dégainé l'étiquette de théorie du complot? Combien d'enquêtes n'ont jamais vu le jour parce que des journalistes, des universitaires ou de simples citoyens avaient peur d'être ridiculisés? Et voici la partie qui va vous faire froid dans le dos. Cette technique ne s'est pas arrêtée dans les années 90. Elle ne s'est pas arrêtée au début des années 2000. Elle se produit maintenant, en ce moment même. Et si vous y prêtez attention, vous pouvez la voir à l'œuvre en temps réel. Vous l'avez déjà subi. J'en suis certain. Nous en avons tous fait l'expérience. Quelqu'un pose une interrogation. Une interrogation, tout ce qu'il y a de fondé sur un truc qui coince. Quelque chose touchant aux politiques, à la surveillance, à la corruption patronale ou aux occultations gouvernementales. Et un autre, au lieu de répondre, crache. Tiens, tu sors du terrier. Et rien. La discussion meurt. Parce qu'on ne souhaite pas être cette personne. Parce qu'on redoute le ridicule. Parce qu'on refuse d'être la bête curieuse du groupe. Vous avez déjà observé cela se produire? Vous avez déjà vu quelqu'un formuler une question valable se faire écraser par cette étiquette? C'était peut-être vous. Vous aviez soulevé une question, on vous a traité de complotiste, et d'un coup vous avez senti cette onde de culpabilité. Cette terreur d'apparaître parano. Et peut-être que vous vous êtes tu. Parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'on a confectionné cette étiquette. Voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas juste l'évolution naturelle du langage. C'est une conception délibérée. En septembre 1967, la CIA a créé un manuel sur la façon d'utiliser le langage pour contrôler le discours. Et ce manuel est toujours utilisé. Parce qu'il fonctionne. Il fonctionne parce qu'il exploite quelque chose de profond dans la psychologie humaine. Notre besoin d'appartenance. Notre peur d'être rejeté. Notre réticence à remettre en question le consensus. Et voici le plus frappant. Une fois que vous voyez le schéma, impossible de ne plus le voir. Vous commencez à le remarquer chaque fois que quelqu'un utilise une étiquette stigmatisante pour clore une conversation. Chaque fois que quelqu'un esquive une question en attaquant la personne qui la pose. Chaque fois que quelqu'un utilise la honte sociale au lieu de preuves pour gagner un argument. Vous commencez à voir le manuel de 1967 à l'œuvre. Pendant les mêlées politiques, dans le JT du soir, sur les plateformes, en tête-à-tête avec proches et entourage. Et une fois que ça saute aux yeux, vous comprenez combien l'arme est efficace. Elle ne s'annonce pas comme une arme, c'est du discours. Juste une position. Sauf que non, c'est de la domination. Et ça laisse depuis septembre 1967. Permettez-moi maintenant de décortiquer cela. Le ressort psychologique. Parce qu'une fois qu'on comprend le moteur, on peut le désamorcer. Quand quelqu'un utilise le terme « théorie du complot », il crée ce que les psychologues appellent une heuristique. Un raccourci mental. Votre cerveau n'évalue pas les preuves. Il ne considère pas les arguments. Il entend simplement l'étiquette et classe l'information comme non fiable. Parce qu'au fil des décennies, depuis 1967, cette étiquette a été conditionnée dans notre esprit comme synonyme de folie. Et nos cerveaux sont paresseux. Ils adorent les raccourcis. Alors, ils prennent l'étiquette et rejettent tout ce qui y est associé. C'est comme de la propagande pavlovienne. La CIA a entraîné la société à avoir une réponse réflexe. Entendez, théorie du complot. Et votre cerveau pense automatiquement, c'est n'importe quoi, c'est faux. Vous ne vérifiez même pas les preuves, parce que l'étiquette a déjà fait le travail pour vous. Et c'est ce qui rend la chose si dangereuse. Ce mécanisme fonctionne même quand vous savez qu'il est utilisé contre vous. Même maintenant. Alors que je vous explique cela, si vous entendiez quelqu'un décrit comme théoricien du complot, une partie de vous aurait encore cette réaction réflexe. Parce que c'est profondément ancré. Parce que cela a été renforcé pendant 59 ans. De septembre 1967 à janvier 2026. Près de 6 décennies de conditionnement psychologique. Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont cela fonctionne. Dans les années 80, des gens ont soulevé des inquiétudes concernant la surveillance gouvernementale. Ils parlaient d'écoute téléphonique, d'agences de renseignement collectant des données sur des citoyens ordinaires. Et on les a traités de paranoïaques, de complotistes. Le public a rejeté ces inquiétudes, parce que l'étiquette a fonctionné. Puis, en 2013, Edward Snowden a divulgué des documents de la NSA. Et nous avons découvert que oui, le gouvernement collectait des données en masse. Oui, il surveillait les appels téléphoniques. Oui, il traquait les communications sur Internet. Tout ce que les complotistes disaient être vrai l'était réellement. Mais à ce moment-là, combien de personnes avaient déjà arrêté de poser des questions?
Combien de personnes ont été réduites au silence parce qu'elles ne voulaient pas être étiquetées? C'est là le pouvoir de cette arme. Elle ne se contente pas de rejeter des arguments. Elle empêche les arguments d'être formulés en premier lieu. Elle crée de l'autocensure. Et l'autocensure est la forme de censure la plus efficace. Parce que vous n'avez même pas besoin de forcer les gens à se taire. Ils se taisent d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de l'étiquette. Et voici la partie la plus troublante. Ce mécanisme ne se limite pas aux théories du complot. C'est un modèle. Un modèle pour contrôler le discours. Et vous envoyez des variantes partout. Chaque fois qu'une étiquette stigmatisante est utilisée pour écarter une question sans répondre aux preuves, vous assistez à la même technique. Les mots peuvent changer. Les cibles peuvent changer. Mais le mécanisme est le même. Créer de la honte. Créer une peur sociale. Créer de l'autocensure. Dans les années 70, si vous remettiez en question la commission Warren, vous étiez un complotiste. Dans les années 80, si vous remettiez en question la politique étrangère, vous étiez antipatriote. Dans les années 90, si vous souleviez des inquiétudes sur les grandes entreprises, vous étiez anticapitaliste. Et aujourd'hui, en 2026, si vous remettez en question certains récits, on vous qualifie de négationniste, de propagateur de désinformation ou d'extrémiste. Les mots ont changé, mais le mécanisme psychologique est identique. Créez une étiquette stigmatisante. Appliquez-la à quiconque pose des questions qui dérangent. Et regardez le public faire le travail à votre place. Parce que personne ne veut être la cible. Personne ne veut être exclu. Personne ne veut être celui que tout le monde pointe du doigt en riant. Et c'est ce qui rend cela si efficace. Vous n'avez pas besoin de preuves quand vous avez une étiquette. Vous n'avez pas besoin de réfuter un argument quand vous pouvez simplement discréditer la personne qui l'avance. C'est plus facile, c'est plus rapide, et c'est bien plus puissant. Car une fois que l'étiquette colle, elle se propage. Les journalistes l'utilisent, les politiciens l'utilisent, les citoyens ordinaires l'utilisent. Et soudain, toute une ligne de questionnement devient inacceptable. Pas parce qu'elle a été réfutée, mais parce qu'elle a été stigmatisée. Maintenant, voici la partie qui va vous glacer le sang. Cette technique n'est pas seulement vivante, elle évolue. Car les créateurs du manuel de 1967 ont appris. Ils ont vu ce qui fonctionnait, et ils l'ont affiné, ils l'ont mis à jour. Ils ont créé de nouvelles variantes. Et maintenant, en janvier 2026, vous pouvez la voir être déployée en temps réel, sur les réseaux sociaux, aux informations, dans les débats publics. La même stratégie que la CIA a utilisée en septembre 1967 pour protéger le récit de la commission Warren est utilisée aujourd'hui. Pour protéger d'autres récits, d'autres histoires officielles, d'autres versions de la vérité. Donc la question n'est pas « est-ce arrivé ?», la question est « est-ce que ça arrive maintenant et qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Car voici la vérité. Une fois que vous comprenez le mécanisme, une fois que vous voyez comment l'arme fonctionne, vous ne pourrez plus ne pas la voir. Chaque fois que quelqu'un utilise une étiquette stigmatisante pour clore une conversation, vous le reconnaîtrez. Chaque fois que quelqu'un attaque la personne au lieu de répondre à l'argument, vous saurez ce qui se passe. Vous verrez le manuel de 1967 être exécuté juste sous vos yeux. Et cela signifie que l'arme ne fonctionne plus sur vous. Parce que vous savez ce qu'elle est. Vous savez comment elle fonctionne. Et vous pouvez choisir de ne pas la laisser vous réduire au silence. Mais voici ce qui va vous retourner l'esprit. Il ne s'agit pas seulement du passé. Il ne s'agit pas seulement de 1967, ou des années 70, ou du Watergate, ou de COINTELPRO. Il s'agit de maintenant. Car le manuel n'a jamais disparu. Il a simplement mis à jour ses cibles. Et si vous faites attention, vous pouvez le voir à l'œuvre en temps réel, en ce moment même. Alors maintenant, vous savez. Vous savez comment l'arme a été créée. Vous savez pourquoi elle fonctionne. Vous savez pourquoi elle fonctionne encore. Et vous savez comment la reconnaître quand vous la voyez. Maintenant, voici la partie qui va vous glacer le sang. Parce que je vais vous montrer exactement comment le manuel de 1967 est utilisé aujourd'hui. Pas comme une relique historique, mais comme un outil actif, une arme moderne. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus vous empêcher de la voir. Partout, tout le temps. Car le manuel de 1967 n'a jamais disparu. Il a juste changé de cible. Et voici ce qu'il ne s'attendait pas à ce que vous remarquiez. L'arme a si bien fonctionné, si parfaitement, que pourquoi l'abandonnerait-il ? Pourquoi inventer une nouvelle stratégie quand l'ancienne réduit encore les gens au silence 59 ans plus tard ? Je vais donc vous montrer quelque chose qui va vous glacer le sang. Je vais vous montrer ce même manuel de la CIA utilisé maintenant, en ce moment même, pendant que vous regardez ceci. La technique a évolué. Elle est devenue plus sophistiquée.
Mais le mécanisme est exactement le même que celui qui figurait dans cette dépêche de 1967. Commençons par une évidence. La théorie du complot fonctionne toujours. Elle réduit toujours les conversations au silence. Mais maintenant, ils ont du renfort. Toute une famille d'étiquettes stigmatisantes qui font toutes le même travail que celui conçu par la CIA en 1967. Désinformation, fausses informations, négationnistes, extrémistes, vérificateurs de faits. Vous entendez ces termes, et que se passe-t-il? La même chose que lorsque quelqu'un vous traitait de complotiste. La conversation s'arrête, l'enquête s'arrête, la question meurt. Et c'est là que c'est brillant. Ils n'ont plus besoin d'un mémo confidentiel circulant parmi les agents de la CIA dans les médias. Parce que maintenant, tout le monde a appris à utiliser l'arme. Journalistes, présentateurs, politiciens, même les gens ordinaires sur les réseaux sociaux. Nous avons tous été entraînés à appuyer sur la gâchette, à étiqueter, à discréditer, à faire exactement ce que ce document de 1967 ordonnait au contact de la CIA de faire. Laissez-moi vous donner un exemple de comment cela fonctionne aujourd'hui. Un exemple que vous allez reconnaître. Décembre 2025. La tendance « découverte interdite » explose sur YouTube. Des millions de personnes cherchent des vérités qui ont été supprimées. Des récits qui ont été enterrés. Des questions qui ont été réduites au silence. Et que se passe-t-il? Immédiatement, les étiquettes commencent à apparaître. Désinformation. Théorie du complot dangereuse. Contenu nécessitant une vérification. Les plateformes commencent à ajouter des avertissements aux vidéos. Les algorithmes commencent à limiter la portée. Et soudain, poser des questions sur les récits officiels devient risqué, dangereux, suspect. Vous voyez le manuel de 1967 s'appliquer en temps réel, janvier 2026, maintenant, en ce moment même. Le mémo de la CIA refait surface dans les conversations parce que le public commence à remettre les choses en question. À demander qui décide de ce qui est vrai, qui décide de ce qu'est la désinformation. Et ce sont des questions dangereuses. Les mêmes questions dangereuses qui ont conduit la CIA à émettre cette dépêche en 1967. Parce que lorsque vous commencez à demander qui contrôle les récits, vous commencez à voir le mécanisme. Et ils ne veulent pas que vous voyiez le mécanisme. Alors les étiquettes s'intensifient. Négationnistes, extrémistes, sources non fiables. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ces étiquettes ne concernent pas les faits, elles concernent le contrôle. Il s'agit de protéger les récits officiels de la même manière que la théorie du complot a été conçue pour protéger le rapport de la commission Warren. La méthode a changé, la technologie a changé, mais l'intention est exactement la même. Laissez-moi vous montrer le schéma. Et une fois que vous l'aurez vu, impossible de ne plus le voir. Étape 1. Un récit officiel est remis en question. Peu importe le sujet. Cela peut être n'importe quoi qui défie une histoire acceptée. Étape 2. Au lieu de répondre aux questions, étiquetez celui qui les pose. Complotiste. Propagateur de désinformation. Négationniste. Étape 3. Utilisez la preuve sociale. Faites croire que tous les experts sont d'accord, que toutes les sources fiables sont d'accord, que seuls les fous ou les personnes dangereuses ne sont pas d'accord. Étape 4. Attendez que l'autocensure fasse le travail. Les gens arrêtent de poser des questions parce qu'ils ne veulent pas être étiquetés. Ils ne veulent pas être marginalisés. Ils ne veulent pas être traités comme l'oncle fou à la fête de Noël. Ce schéma en 4 étapes, il est codifié dans ce mémo de 1967. Et il se déroule maintenant, en 2026, avec une perfection mécanique. Et c'est là que ça devient vraiment perturbant. Les vérificateurs de faits. Avez-vous déjà remarqué comment ils fonctionnent? Ils ne réfutent pas nécessairement les informations. Ils étiquettent le contexte. Ils cadrent la conversation. Ils disent « c'est vrai, mais… » Et ensuite ils vous orientent vers la bonne interprétation. C'est la sophistication du manuel de 1967. Ne combattez pas les questions directement. Contrôlez le contexte. Dirigez l'interprétation. Laissez l'étiquette faire le travail. Et voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Combien de questions légitimes ont été réduites au silence parce que quelqu'un avait peur d'être étiqueté? Combien d'enquêtes n'ont jamais eu lieu parce que le coût social était trop élevé? Combien de fois vous êtes-vous tué vous-même parce que vous ne vouliez pas être traité de complotiste, ou de propagateur de désinformation, ou de négationniste? C'est le manuel qui agit sur vous. C'est la dépêche de 1967 qui remplit exactement la fonction pour laquelle la CIA l'a conçue. 59 ans plus tard. Et voici la pièce manquante qui va tout assembler. L'arme ne fonctionne plus quand vous savez que c'est une arme. Pensez-y. Une fois que vous comprenez que théorie du complot a été conçue pour faire taire l'enquête, elle perd son pouvoir.
Une fois que vous reconnaissez que désinformation peut être utilisée pour protéger les récits officiels au lieu de la vérité, vous commencez à poser des questions différentes. Une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que le mémo de la CIA a refait surface. C'est pour ça que les gens cherchent découvertes interdites. C'est pour ça que vous regardez ceci. Parce qu'à un certain niveau, conscient ou non, vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Vous avez senti que certains sujets ne pouvaient pas être remis en question. Vous avez senti la pression de vous conformer, de ne pas poser les mauvaises questions. Et maintenant, vous savez pourquoi. Parce qu'en 1967, la CIA a créé un manuel pour transformer le langage en arme. Et ce manuel n'a jamais été mis à la retraite. Il a été perfectionné. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Un exemple qui rendra tout limpide. Avez-vous remarqué comment certains sujets sont immédiatement étiquetés avant même d'être examinés? Comment certaines questions sont traitées comme dangereuses avant même d'avoir reçu une réponse? Ce n'est pas accidentel. C'est un système d'alerte précoce. C'est du contrôle narratif préventif. C'est le mécanisme de 1967 fonctionnant à son efficacité maximale. Parce que la CIA a compris quelque chose de fondamental sur le contrôle de l'information. Vous n'avez pas besoin de cacher la vérité si vous parvenez à faire peur aux gens de la chercher. Vous n'avez pas besoin de censurer les questions si vous pouvez faire passer le doute pour de la folie. Vous n'avez pas besoin de forcer la conformité si vous pouvez faire paraître la non-conformité dangereuse. C'est du contrôle linguistique. C'est de l'ingénierie psychologique. Et cela se produit maintenant, en ce moment même, en 2026, exactement comme cela a été conçu en 1967. Et voici la prise de conscience qui a tout changé pour moi. La réalisation que je m'apprête à partager avec vous. L'arme ne fonctionne que si vous ne savez pas que c'en est une. Alors, que faites-vous quand quelqu'un vous traite de théoricien du complot? Quand quelqu'un qualifie votre question de désinformation? Quand quelqu'un essaie de faire taire votre enquête avec une étiquette stigmatisante? Vous reconnaissez la technique. Vous nommez le mécanisme. Et vous continuez à poser des questions. Parce que maintenant, vous savez. Vous avez vu le document de 1967. Vous comprenez comment les étiquettes stigmatisantes ont été conçues pour protéger les récits officiels. Vous reconnaissez le schéma lorsqu'il se produit. Et une fois que vous le reconnaissez, une fois que vous voyez vraiment comment cela fonctionne, quelque chose change. Vous ne vous mettez plus en colère. Vous ne vous mettez plus sur la défensive. Vous ne paniquez plus. Vous devenez curieux. Parce que maintenant vous savez poser la bonne question. Non pas « Pourquoi me traite-t-il de théoricien du complot ?» mais « Quelle question suis-je en train de poser qui les met si mal à l'aise qu'ils ont besoin d'utiliser une étiquette de 1967 pour me faire taire ?» C'est la libération par la compréhension. C'est voir le code de la matrice. Et voici l'ultime vérité qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Le manuel de 1967 a révélé quelque chose qu'ils n'avaient jamais l'intention de révéler. Il a révélé qu'ils ont peur de vos questions. Si effrayés qu'ils ont créé une arme linguistique entière pour vous empêcher de les poser. Et s'ils ont si peur des questions, qu'est-ce que cela dit sur les réponses? Le voyez-vous maintenant? Voyez-vous le manuel de 1967 opérer dans votre vie? Dans vos conversations? Dans vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux? Parce que maintenant que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et cela m'amène à la question finale. La question qui déterminera ce que vous ferez de cette connaissance. Alors que faites-vous quand vous reconnaissez l'arme? Quand vous voyez le mécanisme fonctionner en temps réel? Quand vous comprenez que le langage a été transformé en un outil de contrôle? Vous avez des choix maintenant. Des choix que vous n'aviez pas avant de savoir. Et c'est là que votre pouvoir commence. Parce que maintenant vous avez quelque chose qu'ils ont essayé de cacher pendant 60 ans. Vous avez le document. Vous avez la preuve. Vous connaissez la technique. Et une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus l'ignorer. Laissez-moi vous montrer comment utiliser cette connaissance. Lorsque quelqu'un utilise une étiquette stigmatisante pour clore une conversation, il existe un cadre en 3 étapes qui vous donne un contrôle total de la situation. J'appelle cela le code de libération. Et voici comment il fonctionne. Étape 1. Reconnaître le schéma. Dès l'instant où quelqu'un qualifie une question de théorie du complot, de désinformation ou de tout autre terme conçu pour discréditer, votre cerveau doit déclencher une alarme. Car voici ce qui se passe. Ils ne répondent pas à la question. Ils remplacent l'analyse rationnelle par le contrôle linguistique. Et maintenant que vous connaissez le mémorandum 1035-960 de la CIA, vous savez que ce n'est pas accidentel. C'est une technique développée en septembre 1967 spécifiquement pour faire taire l'examen critique. Alors,
Quand vous entendez l'étiquette, demandez-vous « Qu'est-ce qu'ils évitent ?» À quelles questions ne veulent-ils pas répondre? Étape 2. Nommez la technique. Une fois que vous reconnaissez le schéma, dites-le à haute voix. Pas de manière agressive, pas de manière défensive, juste clairement. Vous pourriez dire quelque chose comme « C'est intéressant ». Vous utilisez une étiquette stigmatisante au lieu d'aborder la question. C'était la stratégie décrite par la CIA dans le mémorandum de 1967, lorsqu'ils voulaient discréditer les critiques de la commission Warren sans avoir à répondre à leurs preuves. Le faites-vous intentionnellement, ou vous a-t-on appris à le faire? Maintenant, voici la beauté de la chose. Lorsque vous nommez la technique, vous lui enlevez son pouvoir, parce que l'arme ne fonctionne que lorsqu'elle est invisible. Au moment où vous exposez le mécanisme, la personne utilisant l'étiquette a deux options. Soit elle reconnaît qu'elle évite la question et revient à l'argument de fond, soit elle insiste sur l'étiquette, et maintenant tout le monde peut voir ce qu'elle fait. Dans tous les cas, vous avez repris le contrôle de la conversation. Étape 3. Poursuivre l'enquête. Quoi qu'il arrive, revenez à la question initiale. Parce que c'était leur objectif depuis le début. Ne pas répondre à la question. Alors vous dites, d'accord, laissons les étiquettes de côté, regardons les preuves réelles. Vous avez mentionné la commission Warren. Parlons des incohérences balistiques. Vous avez mentionné l'enquête officielle. Parlons de la raison pour laquelle la majorité des Américains doutaient déjà du récit du tireur solitaire en 1967, 4 ans après l'assassinat. Vous voyez ce que cela fait? Cela ramène la conversation sur les preuves, l'analyse et l'esprit critique, exactement là où elle devrait être. Et cela neutralise complètement l'arme linguistique conçue pour empêcher ce type d'enquête. Laissez-moi vous donner un exemple de comment cela fonctionne dans la vraie vie. Disons que vous discutez de la politique de surveillance gouvernementale et quelqu'un dit « ça ressemble à une théorie du complot ». Vous appliquez le code de libération. D'abord, vous reconnaissez le schéma. Ils ont utilisé un terme stigmatisant. Ils n'ont pas répondu à vos préoccupations de fond sur la surveillance. Ensuite, vous nommez la technique. Vous dites « attendez, vous utilisez une étiquette pour discréditer au lieu de discuter des véritables programmes de surveillance exposés par les révélations d'Edward Snowden ». C'est exactement ce que le mémorandum de la CIA de 1967 a ordonné à ses relais médiatiques de faire. Puis vous poursuivez l'enquête. Vous dites « alors parlons des données. Le programme PRISM a existé. La collecte massive de métadonnées a eu lieu. Ce sont des faits. Qu'est-ce qui est inexact dans ma préoccupation concernant l'étendue de la surveillance ?» Soudain, la conversation est remise sur les rails. Vous n'avez pas été réduit au silence. Vous n'avez pas été discrédité. Et vous avez forcé la personne qui essayait de faire dérailler la discussion à s'engager réellement sur le sujet. Cela fonctionne partout. Ça marche dans les discussions sur la sécurité des vaccins. Ça marche dans les conversations sur l'intégrité électorale. Ça marche quand quelqu'un remet en question les récits officiels sur n'importe quel événement. Parce que la technique est toujours la même. Étiqueter, discréditer, éviter le débat de fond. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus être contrôlé par ça. Maintenant, voici quelque chose qui a changé pour moi après avoir découvert ce document. Je croyais autrefois que les gens utilisaient ces étiquettes parce qu'ils avaient de meilleurs arguments, parce qu'ils étaient du bon côté de l'histoire, parce qu'ils savaient des choses que je ne savais pas. Mais maintenant, je comprends que l'inverse est vrai. Quand quelqu'un a besoin d'un contrôle linguistique, quand il a besoin d'une arme pour clore la conversation, c'est généralement parce qu'il n'a pas de réponse aux questions que vous posez. Je vais vous dire la vérité. Ce changement dans ma façon de voir le pouvoir a été libérateur. Parce que pendant des années, je me suis senti coupable de poser des questions. Je pensais que si tant de gens me traitaient de complotiste, peut-être que je me trompais, peut-être que j'étais paranoïaque, peut-être que je devrais juste faire confiance aux récits officiels et arrêter d'enquêter. Mais alors j'ai lu la dépêche 1035-960 de la CIA. Et j'ai réalisé que ce sentiment, ce doute de soi, cette peur d'être étiqueté n'était pas accidentel. C'était conçu pour ça. En septembre 1967, la CIA a créé une stratégie psychologique spécifiquement pour me faire ressentir cela. Pour vous faire ressentir cela. Pour que quiconque remettant en cause l'autorité ressente cela. Et une fois que vous savez cela, une fois que vous comprenez que le malaise que vous ressentez quand quelqu'un vous traite de complotiste n'est pas un signe de faiblesse de votre part, mais plutôt la preuve qu'une technique de contrôle psychologique vieille de 60 ans fonctionne exactement comme prévu. Tout change. Vous cessez d'avoir peur de l'étiquette. Parce que vous comprenez d'où elle vient. Maintenant, voici la partie la plus puissante de tout ça. L'arme ne fonctionne que lorsqu'elle est secrète.
La dépêche 1035-960 de la CIA a été marquée comme confidentielle lors de son émission en 1967. Elle était restée cachée jusqu'en 1976, date à laquelle elle a été déclassifiée grâce à la loi sur la liberté de l'information. Et même après qu'elle soit devenue publique, il a fallu des décennies pour que son existence soit largement connue. Parce que tant que les gens ne savent pas que la technique existe, elle peut continuer à fonctionner. Mais maintenant, vous savez. Et cela signifie que vous êtes immunisé. Quand quelqu'un essaie de vous faire taire avec une étiquette stigmatisante, vous ne reculerez pas. Vous ne douterez pas de vous-même. Vous n'arrêterez pas de poser des questions. Parce que vous savez ce qu'ils font. Vous reconnaissez la technique. Et vous avez les outils pour la neutraliser. Donc voici ce que j'attends de vous. Répandez le mot. Causez-en. Parce que l'arme s'use au jour. Plus nombreux sont ceux qui connaissent la dépêche 1035-960 de la CIA, plus ils perçoivent que théorie du complot a été façonnée comme levier de domination verbale, plus l'arme s'émousse. En septembre 1967, la CIA a distribué ce mémo à des centaines de relais médiatiques et de contacts du renseignement, leur ordonnant d'utiliser le terme « théorie du complot » pour discréditer les critiques sans avoir à répondre à leurs preuves. Ce n'est pas de la spéculation. C'est écrit dans un document déclassifié. Ils l'ont admis. Et durant 59 ans, de 1967 à 2026, cette arme a fait ses preuves. Elle a étranglé les investigations légitimes. Elle a terni les journalistes, les chercheurs et les citoyens lambda qui se sont risqués à contester les versions officielles. Et elle l'a fait en silence, sans que la majorité ne capte la manigance. Mais maintenant, en janvier 2026, quelque chose a changé. De plus en plus de gens reconnaissent le contrôle narratif. Ils remettent en question qui décide de ce qu'est une information acceptable et de ce qu'est une dangereuse théorie du complot. Et ils trouvent des documents comme la dépêche 1035-960 qui prouvent que leurs soupçons étaient justes depuis le début. Cela signifie que nous sommes à un tournant. Un moment où l'arme linguistique qui a contrôlé le discours public pendant 6 décennies perd son pouvoir. Non pas parce que les institutions ont cessé de l'utiliser, mais parce que des gens comme vous apprennent à la reconnaître. Et une fois que vous la reconnaissez, vous ne pouvez plus être contrôlé par elle. Alors, laissez-moi vous laisser sur ceci. Pendant des décennies, on vous a appris que poser certaines questions faisait de vous une mauvaise personne, un paranoïaque, un complotiste. Et ce conditionnement a fonctionné. Il vous a fait taire. Il vous a fait douter de votre propre perception. Il vous a fait accepter les récits officiels même lorsqu'ils n'avaient aucun sens. Mais à présent, vous détenez le savoir. Ils ont façonné théorie du complot pour vous bâillonner. Ils ont conçu un fléau de domination spécialement pour empêcher vos interrogations qui les mettent mal à l'aise. Et en 59 ans, ce fléau a marché sans accroc. Mais c'est révolu. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le manège. Vous en tracez l'origine. Vous saisissiez la psychologie cachée. Et vous avez de quoi le désamorcer. Donc la prochaine fois qu'on vous étouffe sous l'étiquette de complotiste, remontez à la dépêche 1035-960 de la CIA. Pensez à septembre 1967. N'oubliez pas que ce qualificatif n'a pas été forgé pour rendre compte de la réalité. Il a été forgé pour vous domestiquer. Et maintenant que c'est limpide, ils ne pourront pas l'employer contre vous. Voilà votre pouvoir. Faites-en bon usage. Si cette révélation a bouleversé votre façon de voir le langage, l'emprise et la fabrication du consentement, postez en commentaire. Je souhaite avoir vos témoignages des instants où vous avez flairé cette manigance en vrai. Et si vous croyez qu'il faut publier cette dépêche 1035-960, propagez la vidéo. Puisque plus les foules en sont conscientes, plus l'arme rouille. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester questionnant. Et merci de refuser de courber les chines. Jusqu'à la prochaine.